Alors, bonjour, mon nom est Carl Viel, président-directeur général de Québec International. Il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui et encore une fois d'être dans une belle activité en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et de recevoir aujourd'hui le président du Conseil du Trésor, l'honorable Jean-Yves Duclos. Écoutez, merci encore une fois d'être avec nous, M. Duclos. Je vais céder sous peu la parole à M. Steve Lavoie qui va entretenir la conversation et fera un échange avec l'honorable M. Duclos. Mais avant, je tiens à remercier l'entreprise TAC d'être partenaire présentateur et de céder la parole à Michael Guillemette, directeur chez TAC, qui fera le mot d'ouverture, le mot de bienvenue et aussi la présentation et nous présentera notre conférencier invité. Alors, Michael, je te cède la parole. Bonjour à tous. Merci, Carl, pour la présentation. Très content d'être avec vous. Je me permets de saluer d'emblée le président de la Chambre, mon ami Steve Lavoie. TACT est un fier partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et nous sommes heureux de présenter l'événement d'aujourd'hui avec l'honorable Jean-Yves Duclos. Tout d'abord, quelques mots sur nous. Né à Québec il y a une dizaine d'années, TACT est la plus importante agence d'affaires publiques à propriété 100% québécoise. Nous sommes très fiers d'accompagner les entrepreneurs et les entreprises d'ici dans leur croissance, notamment pour leurs besoins en affaires gouvernementales, en relations publiques et en communication numérique. Comme nous tous, j'en suis convaincu, c'est maintenant avec grand plaisir que nous accueillons l'arrivée de l'été, qui rime visiblement avec déconfinement et relance économique. C'est d'ailleurs de relance économique et de main-d'œuvre, un enjeu important pour plusieurs entreprises, que souhaite nous parler M. Duclos aujourd'hui. Laissez-moi vous le présenter. L'honorable Jean-Yves Duclos est député fédéral de la circonscription de Québec depuis 2015 et a occupé depuis différentes responsabilités, notamment à titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, ainsi que ministre responsable des aînés, de l'itinérance et du logement. Il est aujourd'hui président du Conseil du Trésor et vice-président du comité ministériel sur la COVID-19. Précédant son élection en 2015, M. Duclos a occupé les fonctions de directeur et de professeur titulaire au département d'économique de l'Université Laval, en plus d'être titulaire de l'ancienne chaire de recherche sur les enjeux économiques des changements démographiques, ainsi que président de l'Association canadienne d'économique. Mentionnons qu'en 2014, il a été élu membre de la Société royale du Canada, la plus haute distinction décernée à des chercheurs canadiens. Alors, cher Jean-Yves, la parole est à toi. Merci beaucoup, Michael, pour cette gentille introduction. Bonjour tout le monde, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de commencer en vous remerciant de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre de ce que je pense être une importante discussion sur l'avenir de notre région. J'aimerais remercier aussi en particulier Steve Lavoie et Carl Viel, le PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec et de Québec International, toute leur équipe, ainsi que TAC et tous les partenaires de cette activité. Comme nous savons tous, la pandémie qui dure depuis maintenant plus d'un an a été particulièrement éprouvante sur les plans économiques et sociaux. Tant pour nos grandes entreprises que pour nos PME, le ralentissement et dans certains cas l'arrêt complet de nos activités économiques ont eu des conséquences sévères sur l'économie et notre société dans notre ville et notre grande région. Alors que la troisième vague semble heureusement tirer à sa fin et que nous pouvons enfin vraiment voir la lumière au bout du tunnel, l'heure est maintenant venue d'activer la relance de notre économie. Nous l'avons tous et toutes souvent dit au cours des derniers mois, alors que nous traversions les pires moments de la crise sanitaire. Pour espérer pouvoir repartir en force, il nous fallait tout d'abord sécuriser le tissu économique et social de notre environnement. D'ailleurs, une image que j'utilise souvent et que j'ai souvent utilisée au cours des derniers mois, c'est celle d'un avion qui traverse une grave tempête et qui doit atterrir de toute urgence. Comme gouvernement central, le gouvernement canadien avait comme première responsabilité de réussir l'atterrissage, puis de protéger l'appareil et ses passagers, que sont les travailleurs, les familles et les entreprises. Et c'est pour ça que le gouvernement canadien a investi massivement et rapidement pour soutenir les travailleurs, les familles et les entreprises depuis le début de la pandémie.
Et c'est pour cela que même si on exclut les investissements prévus et annoncés dans le budget récemment déposé par ma collègue, la ministre Freeland, le gouvernement fédéral a assumé plus de 84 pour être plus précis, des investissements reliés à la pandémie. Et c'est pour cela que nous avons rapidement mis en œuvre des programmes que nous connaissons maintenant très bien, comme la prestation canadienne d'urgence, qui a aidé 2 millions de travailleurs et de familles au Québec seulement, la subvention salariale d'urgence, qui a permis de sécuriser les emplois et les salaires de près de 1,3 million de travailleurs québécois au sein de 100 000 entreprises privées et à but non lucratif. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes qui a aidé 180 000 PME québécoises, l'aide aux loyers commerciaux, qu'on appelle aussi la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, qui a aidé 164 000 entreprises au Québec, dont plusieurs qui ont été forcées d'être totalement fermées. Ces mesures nous ont donc permis de limiter les dégâts sur les plans économiques et sociaux. Dans le cas de la subvention salariale, l'objectif était clair, c'était de préserver le lien privilégié d'emploi entre les travailleurs et les employeurs pour permettre de donner évidemment un revenu aux travailleurs et de permettre aux employeurs de maintenir leurs liens et de favoriser la rétention possible de leur main-d'œuvre pour faciliter la relance. Dans le cas de la PCU, lorsqu'il était impossible de préserver le lien d'emploi, il s'agissait carrément d'assurer un minimum vital à des millions de familles qui se retrouvaient sans revenu du jour au lendemain. Pour en revenir à l'analogie de l'avion, une fois l'appareil, qu'on peut penser à être notre économie et ses passagers sécurisés, il nous faut maintenant s'atteler à la tâche du redécollage et de la relance. Et pour ce faire, nous avons absolument besoin de notre moteur principal, c'est-à-dire nos PME, qui sont notre principale source de création d'emplois et de richesses dans la région et donc qui sont essentielles à notre redécollage. Bien sûr, nous avons aussi besoin de nos ailes, c'est-à-dire la force structurante que représentent nos chaînes d'approvisionnement et nos grandes entreprises. La bonne nouvelle, c'est que notre région a la chance de pouvoir compter sur une structure industrielle solide et tournée vers l'avenir. Entre autres, des secteurs de la finance et de l'assurance, de l'éducation, de la recherche et du développement, l'optique photonique, des sciences de la vie, de l'agroalimentaire, le secteur manufacturier avancé, les technologies de l'information, les technologies vertes, le numérique, les arts et la culture, le tourisme et l'hébergement et de nombreux services publics et professionnels. Toutefois, comme on n'est pas sans le savoir, la rareté de la main-d'œuvre à Québec et au Québec présente un des principaux défis en matière de relance économique. Avant la pandémie, notre économie, tant au niveau national, provincial que régional, se portait extrêmement bien. La croissance de notre PIB était parmi les meilleures au sein de tous les pays du G7. Le taux de chômage, particulièrement à Québec, avait atteint son plus bas niveau depuis que Statistique Canada a commencé à compiler des statistiques à ce sujet, soit en 1976. Si la plupart des conséquences d'une telle croissance économique étaient évidemment positives, cette effervescence économique s'accompagnait néanmoins déjà du défi de la disponibilité de la main-d'œuvre en raison du vieillissement de notre population. Pour bien comprendre la situation actuelle, il est donc utile de prendre un peu de recul. Et là, je vais vous inviter à m'excuser. Je suis économiste de formation, universitaire de carrière et président du Conseil du Trésor. Et par conséquent, comme au tout début de tout bon film, il y a un avertissement. Il va y avoir beaucoup de chiffres dans les prochaines minutes pour essayer de situer où nous en sommes et où nous voudrions aller. Tout d'abord, au sujet de la structure populationnelle dans la grande région de Québec. La population active a connu une faible hausse de 0,2 % annuellement entre 2016 et 2019 dans la capitale nationale. Ce 0,2 % est faible comparé, par exemple, au 1,3 % que nous avons connu dans l'ensemble de la province. Deuxièmement, la population inactive, donc qui n'est pas présente sur le marché du travail, a connu, elle, une hausse de 1,9 % annuellement entre 2016 et 2019,
comparativement à 0,6 dans l'ensemble de la province. Pour être encore plus précis, la population qu'on dit être en âge de travailler entre 15 et 65 ans dans la capitale nationale est passée d'un pic de 490 000 en 2011 pour baisser à 480 000 en 2021 et on s'attend à ce qu'elle diminue à 470 000 en 2029. Et la part de la population totale qui est entre 15 et 65 ans est maintenant parmi la plus faible de toutes les régions métropolitaines de recensement à travers le pays. Et dans ce contexte, en quatrième lieu, nous avons un niveau d'immigration dans la capitale nationale qui tourne autour de 2500 par année, ce qui est beaucoup en deçà de notre potentiel d'attraction. Les conséquences sont sérieuses. Premièrement, il existe au Québec 148 000 postes disponibles, 22 000 seulement dans la capitale nationale. Le taux de chômage dans la région de Québec est déjà revenu à son niveau, à peu près à son niveau pré-pandémie, autour de 5 ce qui est très près, sinon en dessous de ce qu'on appelle le taux de chômage naturel, qui permet des transitions naturelles sur le marché de l'emploi. 40 des entreprises dans la région de Québec disent faire face à un grand défi pour trouver des travailleurs qualifiés. Il est dur pour les entreprises, pour plusieurs entreprises, d'envisager un futur de croissance importante dans la région. Certaines pensent même à devoir relocaliser et déménager certaines de leurs activités ailleurs qu'à Québec. Il est difficile de poursuivre le développement de grappes industrielles autour de secteurs d'économie prometteurs si certaines entreprises font face à des défis de rétention et d'attraction de main-d'œuvre significatifs. Et finalement, ce n'est pas juste un enjeu économique, c'est aussi un enjeu social que cette rareté de la main-d'œuvre, parce que les citoyens ont de la difficulté à recevoir dans la région et vont en avoir encore plus au cours des prochaines années. Des services de base comme des services en CPE, dans les garderies, dans les hôpitaux, dans les résidences pour les aînés, dans les écoles. Donc, beaucoup de services qui ne peuvent être livrés qu'avec des gens, des vraies personnes, de la vraie main-d'œuvre, et par conséquent, pour lesquels il existe des défis réels de livraison au cours des prochaines années pour maintenir la qualité de vie des gens dans notre région. Évidemment, tout ça s'est combiné aux effets que la pandémie a eu sur notre marché du travail, sur nos emplois. Tout d'abord, on sait très bien qu'il y a eu un décalage important entre les effets de la pandémie sur les secteurs confinés et les secteurs non confinés. On est heureux, évidemment, que dans la grande région de Québec, certaines entreprises aient non seulement peu souffert de la pandémie, mais parfois ont même dépassé et parfois même considérablement leur niveau d'activité pré-pandémie. Ceci étant dit, dans les secteurs qui ont été affectés davantage par le confinement, il y a eu des impacts réels sur les gens, sur les travailleurs, en particulier pour les emplois et les travailleurs avec moins de rémunération et moins de sécurité d'emploi. On pense entre autres aux impacts plus importants pour les femmes, pour les jeunes, pour les travailleurs moins qualifiés qui continuent même après un an et quelques mois à souffrir d'un taux de chômage et d'une grande vulnérabilité par rapport à la situation pré-pandémie. Maintenant, si on se tourne maintenant vers la sortie de la pandémie, il y a, je vous propose 4 mots-clés. Le premier, c'est inclusion. Le deuxième, adaptation. Le troisième, qualification. Et le quatrième, immigration. Je vais vous présenter certaines réflexions sur chacun de ces mots-clés. En commençant par le défi d'inclusion. Comme je viens de dire, la pandémie a eu un impact dommageable et disproportionné sur un certain nombre de travailleurs dans notre région. À nouveau, ce sont davantage les femmes, les jeunes, les travailleurs avec une faible sécurité d'emploi ou un faible salaire, les personnes moins expérimentées, plus éloignées du marché du travail. La crise a été particulièrement dure pour les jeunes qui ont, durant la pandémie, les jeunes qui auraient dû ou qui sortaient normalement du milieu scolaire pour entrer dans le marché de l'emploi, qui ont fait face évidemment à des difficultés sérieuses pour trouver un stage, pour trouver un travail et pour s'intégrer rapidement et bien dans le marché du travail. Les économistes dont je fais partie, comme vous le savez, ont étudié les impacts des récessions antérieures sur
le niveau de vie, les perspectives d'emploi et de carrière des jeunes à travers différentes récessions. Ils ont trouvé, on ne sait pas encore pour la pandémie, évidemment, parce que c'est trop tôt pour le savoir, ils ont trouvé qu'au cours des dernières récessions, les jeunes pouvaient subir une perte allant jusqu'à 10% de leurs revenus pour les 10 années suivant une récession. Alors, c'est sérieux parce que ça affecte non seulement, évidemment, le revenu, la qualité de vie des jeunes, mais ça affecte aussi leur perspective de croissance dans leur carrière future. Quand on part avec plus de difficultés à s'intégrer dans le marché de l'emploi au début de sa carrière, bien, malheureusement, ces effets peuvent durer un certain temps. Donc, on va avoir besoin au cours des prochains mois, ça va être la responsabilité, entre autres, du gouvernement canadien et du gouvernement québécois, mais aussi de tous les acteurs économiques et sociaux, d'investir correctement et significativement dans le futur de nos jeunes. Pour les femmes, on a connu au Québec, comme partout ailleurs au Canada, que ça représente des défis, par exemple, de trouver des services de garde de qualité et abordables et accessibles. Il y a beaucoup de femmes qui ont malheureusement dû quitter ou se retirer du marché de l'emploi temporairement, certains même définitivement, en raison de l'absence de ces services de garde. C'est particulièrement vrai en dehors du Québec, mais c'est vrai aussi au Québec. On sait qu'il y a 50 000 places en services de garde au Québec qui ne sont pas disponibles pour les enfants et donc 50 000 parents, la grande majorité des femmes, qui doivent limiter leur participation au marché du travail. Il faut aussi reconnaître que même dans le domaine de l'entrepreneuriat qui change rapidement, et on est très content, même dans le domaine de l'entrepreneuriat, il existe encore des barrières réelles ou moins réelles, plus perçues, pour que les femmes puissent participer totalement et pleinement par rapport à leur potentiel dans le développement de notre entrepreneuriat dans la région de Québec. Les travailleurs expérimentés, on passe aux travailleurs plus âgés, bien, il y a à la fois des actions de nous comme leaders économiques, sociaux et politiques, mais aussi des gouvernements des actions qui doivent faciliter leur présence et leur participation dans le marché du travail. Au gouvernement canadien, entre autres pour les enjeux de fiscalité, il y a des changements importants qui ont été apportés au cours des derniers mois. Il y en a d'autres qui vont certainement venir au cours des prochaines années. Au cours des derniers mois, par exemple, les gens qui ont 65 ans et plus peuvent garder davantage et même beaucoup plus de leur supplément de revenus garantis s'ils continuent à travailler sur le marché du travail. Pour ceux qui travaillent qui reçoivent des revenus entre 0 et 15 000 par année, bien, ils sont beaucoup mieux protégés de la perte de leur supplément de revenus garantis lorsqu'ils continuent leur participation au marché du travail. C'est un gain significatif qui peut apporter jusqu'à 5 000 de plus dans leur poche s'ils souhaitent poursuivre parfois à temps partiel leur participation au marché du travail. Mais de manière plus générale, évidemment, on veut faciliter l'adaptation et l'ouverture du marché du travail pour ces travailleurs expérimentés post-pandémie parce qu'on va en avoir besoin. Et finalement, pour les travailleurs davantage éloignés du marché du travail et pour les personnes qui vivent avec des handicaps, à nouveau, il faut vouloir et pouvoir investir dans leur capacité d'inclusion, d'inscription dans le marché du travail. Il y a dans le budget 2021 des ressources prévues pour des dizaines de milliers de stages adaptés pour des conditions de travailleurs qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement pour qu'ils puissent être pleinement actifs post-pandémie. Mais non, parlant de post-pandémie, il y a de bonnes perspectives et entre autres parce que la situation de départ est excellente dans la région de Québec. On ressort à travers le pays 2 fois plus vite de cette récession que ce qu'on a fait dans la récession de 2008-2009. En 12 mois, nous allons avoir rattrapé le produit intérieur brut, le PIB de départ, plutôt que 25 mois dans la récession de 2008-2009. Ça, c'est entre autres parce que le gouvernement canadien, avec d'autres gouvernements, ont réagi rapidement et de manière massive suite à cette énorme crise économique que nous avons connue il y a quelques mois. On se souvient que c'est la pire crise économique depuis la Grande Dépression de 1929. Donc, de manière rapide et massive pour maintenir la confiance des gens, la confiance des entreprises, pour éviter, entre autres, une cascade de faillites personnelles et professionnelles qui auraient totalement détruit les chaînes d'approvisionnement et le tissu économique dont on a absolument besoin pour sortir de la crise. Donc, l'objectif, à nouveau,
dans le contexte de l'avion, c'est de maintenir ces ailes, ces chaînes d'approvisionnement, ce tissu économique dont on a besoin et éviter les cascades de faillites qui, malheureusement, dans des contextes de récession, détruisent une bonne partie du tissu dont on a besoin pour la relance. Ceci étant dit, on reconnaît que, comme on disait au début de la récession, ce n'est pas tout le monde qui vit de la même manière les défis économiques de la pandémie. Il y a eu ce qu'on a appelé au début le W, donc la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, donc un zigzag en termes de progrès économique au cours de la dernière année. Mais il y a aussi ce qu'on a appelé un K, donc non seulement le W, mais le K, qui fait en sorte que certaines industries, certaines entreprises en sont ressorties et sont passées au travers très bien, mais d'autres qui continuent de vivre jusqu'à maintenant la partie basse du K, donc qui sont encore très touchés par la pandémie. On peut être aussi optimiste par rapport à la sortie parce qu'il y a des conditions macroéconomiques très solides pour nous encourager. Évidemment, le retrait des restrictions sanitaires va beaucoup aider. Beaucoup d'activités, comme on le sait, qui étaient ou bien impossibles ou difficiles en raison des restrictions sanitaires. Ces restrictions sont en train de disparaître rapidement. 2, il y a eu beaucoup d'accumulation d'épargne personnelle au cours de la dernière année qui va permettre aux gens de recommencer à consommer rapidement. 3, parce que la confiance des entrepreneurs est très solide et à un niveau qu'on a rarement vu au cours des dernières décennies. 4, parce que la relance américaine, elle aussi, va être très solide. Le gouvernement américain, en l'espace de 2 ans, va avoir investi 5 000 milliards de dollars, ça c'est 5 billions de dollars en stimulus budgétaire. Et ça va amener une forte demande pour les biens et les services du pays et pour la région de Québec en particulier. Et 5, parce que c'est non seulement un investissement massif en stimulus budgétaire de la part du gouvernement américain, mais c'est aussi un accent sur le développement vert, le développement durable, la nouvelle économie. L'administration Biden travaille très bien avec nous depuis déjà plusieurs mois. Moi, j'ai parlé à quelques reprises avec certains de leurs leaders à la Maison-Blanche. Écoutez, ce qui s'en vient est très gros en termes de révolution verte. C'est une révolution aussi qui est technologique. Il va y avoir une demande phénoménale pour l'expertise industrielle et scientifique de la région de Québec en raison de cet alignement vers le développement vert, le développement durable de la nouvelle administration américaine. Ça, c'est mon premier thème, un thème là, donc d'inclusion que j'ai débordé un petit peu. Le deuxième thème, c'est le thème de l'adaptation. Il y a beaucoup de changements structurels qui ont été vécus au cours de la dernière année à un rythme qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Évidemment, on pense ici beaucoup à la technologie, aux technologies de l'information, le numérique. On pense aussi au télétravail. Avant la pandémie, au début de 2020, il y avait environ 5 des gens au Canada qui faisaient du télétravail. Maintenant, du moins au début de 2021, on était rendu au tiers. Il y a 33 des travailleurs canadiens qui étaient en télétravail. De ces 33 il y a 90 qui nous disent, à l'aide d'une enquête de Statistique Canada, qui disent avoir été au moins aussi productifs qu'avant la pandémie. Donc, je résume, un tiers des gens qui font du télétravail, de ces gens-là, la très, très grande majorité disent avoir été au moins aussi productifs qu'avant la pandémie, même qu'il y a près d'un travailleur sur 3 qui disent avoir pu faire plus d'heures en raison de la plus grande souplesse là, de travail que le télétravail leur procurait. Il y a même un gestionnaire sur 2 qui dit avoir travaillé davantage d'heures parce qu'il était davantage équipé à la maison pour pouvoir le faire. Maintenant, post-pandémie, ce que l'enquête de Statistique Canada nous dit aussi, c'est qu'il y a 80 des télétravailleurs actuels qui aimeraient continuer de travailler au moins 50 de leurs heures à la maison. Donc, on voit là qu'il y a déjà eu beaucoup d'adaptations et qu'il va y en avoir encore beaucoup au cours des prochains mois et des prochaines années pour tirer profit, dans un bon nombre de cas, de la plus grande capacité d'adaptation technologique et de souplesse qu'ont pu démontrer les entreprises au cours des dernières années. Et le budget de 2021 du gouvernement canadien a prévu des ressources importantes pour permettre à peu près 160 000 PME à travers le Canada de pouvoir passer à travers cette transition numérique et technologique. Le troisième thème, c'est celui de la requalification, du développement des compétences.
Le gouvernement canadien, depuis 2015, a mis en place des investissements historiques en matière de qualification, en matière de formation, pour deux raisons. Premièrement, parce que l'investissement dans les compétences, c'est très bon pour les individus. Les économistes estiment à peu près à 9 ou 10 le taux de rendement de chaque dollar que les gens acceptent de mettre dans leurs compétences. Donc, si quelqu'un sacrifie $1 ou bien en frais de scolarité ou en revenus qu'il ne va pas chercher, mais pour chaque dollar investi dans ses compétences, il va chercher 9 9 ça se compare assez bien avec la plupart des rendements boursiers et financiers. Il y a aussi des rendements sociaux. Ces investissements dans les compétences des gens profitent non seulement aux travailleurs, mais aussi à toute la société et aux enfants. Il y a aussi des effets intergénérationnels là, qui font en sorte que lorsque les gens sont plus éduqués, il y a moins de criminalité, plus de cohésion sociale et de meilleurs investissements dans la résilience et dans le développement des enfants. Ces investissements du gouvernement canadien se font dans la très grande majorité en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec, que je salue d'ailleurs pour sa excellente collaboration avec le gouvernement canadien, les programmes que le gouvernement québécois a mis en place au cours des prochains mois et qu'il va pouvoir mettre en place au cours des prochains mois sont régulièrement subventionnés et financés en partie par le gouvernement du Canada. Il y a un programme toutefois que j'aimerais souligner, dont vous avez peut-être déjà entendu, qui va commencer en juillet, qui va se poursuivre jusqu'en novembre, qui est nouveau. C'est un programme de subvention à l'embauche. On connaît presque tous le programme de subvention salariale du gouvernement canadien qui a aidé, comme je l'avais dit, près de 1,3 million de travailleurs au Québec à maintenir leur travail et leurs revenus. Mais il y a aussi ce nouveau programme de subvention à l'embauche qui va être mis en place en juillet. J'invite évidemment tous les acteurs économiques à le suivre attentivement parce que je pense que ça va être très utile pour embaucher et réembaucher des travailleurs pour la relance. Le dernier thème que je voulais aborder avec vous, c'est celui de l'immigration. Parce que pour le gouvernement canadien, l'immigration permanente, bien intégrée, bien adaptée aux besoins du marché du travail, c'est une solution absolument incontournable aux défis structurels, à la fois démographiques et économiques, qui affectent notre développement dans la grande région de Québec. En vertu d'ententes administratives, le gouvernement du Québec dispose de pouvoirs spéciaux en matière d'immigration que d'autres provinces n'ont pas voulu demander. Donc, des pouvoirs, entre autres, en matière de nombre et de sélection des immigrants économiques. Et le gouvernement canadien est là pour aider là-dessus. Et je profite de l'occasion pour tendre la main à mes collègues du gouvernement du Québec sur cet important dossier. Parlons des avantages de l'immigration. On sait que ça accroît évidemment la diversité, la richesse culturelle. On sait que dans l'histoire de l'humanité, les sociétés qui ont favorisé le mouvement des gens, accueilli des gens de l'extérieur, ont toujours été des sociétés où il y avait beaucoup d'innovation, beaucoup de brassage d'idées, beaucoup de développement à beaucoup d'égards. On sait aussi, évidemment, que ça a un impact sur la croissance économique. Juste une statistique en passant. Entre 2010 et 2020, au Québec, entre 2010 et 2020, il y a 250 000 emplois de plus qui ont été occupés par des immigrants, 110 000 de moins par des natifs. C'est-à-dire que toute la croissance d'emplois qu'on a connue au Québec au cours des dernières années, des 10 dernières années, a été créée parce qu'il y a des immigrants qui sont venus pour combler des emplois et qu'en raison du vieillissement de notre population, il y a 110 000 moins de Québécois qui ont pu occuper des emplois. Ça augmente en plus les salaires de ce qu'on appelle des travailleurs complémentaires. Lorsque des gens qui arrivent de l'extérieur pour vivre et grandir avec nous, ça permet à des entreprises d'augmenter la productivité d'autres travailleurs qui sont sur place en faisant ce qu'on appelle des externalités de complémentarité entre les différents types d'emplois. Donc, ça permet d'accroître la richesse et la diversité de nos emplois. Et finalement, il peut y avoir des effets négatifs sur des travailleurs déjà sur place, lorsque le taux de chômage, par exemple, des travailleurs non qualifiés est élevé. Mais ce n'est pas ce qu'on a à Québec. On n'est pas dans une situation présentement à Québec où on a un taux de chômage élevé. Donc, ces effets négatifs qu'on peut parfois associer à l'immigration ne sont pas observables ici, certainement pas dans les circonstances actuelles. Mais dans le défi que nous avons, c'est un défi arithmétique. Le seuil d'immigration que nous avons au Québec est 8 fois inférieur au seuil national.
C'est-à-dire qu'au Canada, on a 8 fois plus comme seuil, comme cible d'immigration, 8 fois plus en termes de niveau que ce qu'on a au Québec, même si le Québec est une des provinces qui vieillissent le plus rapidement et où notre croissance économique crée une pression importante. La deuxième chose, c'est que nous avons au gouvernement canadien un inventaire de ce qu'on appelle des CSQ, des certificats de sélection du Québec, qui s'élève à environ 65 000 pour le volet économique. Il y a donc 65 000 résidents au Québec qui aimeraient obtenir leur résidence permanente parce qu'ils ont obtenu leur CSQ, mais qui attendent à Ottawa parce qu'on a demandé au gouvernement canadien de ne pas accorder plus qu'environ 25 à 30 000 de résidences permanentes à ces gens qui ont déjà eu le CSQ. Le problème, c'est qu'évidemment, ça crée beaucoup de stress pour ces demandeurs de résidence permanente, mais aussi que certains de ces résidents, certains de ces travailleurs qui sont installés parfois ici depuis de nombreuses années vont vouloir aller ailleurs au pays parce que nous sommes en concurrence, évidemment, avec d'autres provinces. Donc, des travailleurs qualifiés qui sont ici avec nous, qui veulent continuer à nous aider à nous développer, qui vont vouloir, si ça prend trop de temps avant d'avoir leur résidence permanente, aller ailleurs au Canada. Évidemment, il y a le volet des travailleurs temporaires étrangers qui peut aider. Entre 2015 et 2019, le nombre de travailleurs temporaires étrangers est passé de 11 500 à 23 000. Mais ce n'est pas quelque chose qui est à la fois satisfaisant et soutenable parce que ces travailleurs temporaires étrangers, ils viennent, mais ils repartent. Ce ne sont pas des gens qui vont s'installer si on ne leur accorde pas la résidence permanente ou le CSQ. Donc, c'est un problème qui n'est pas... C'est une solution qui peut apporter un certain remède temporaire, mais qui ne peut pas être vu comme étant une solution permanente et durable. En terminant, donc, je vois 4 solutions pour résoudre ce problème arithmétique. La première, ce serait d'augmenter le seuil que nous avons au Québec en matière d'immigration économique, mais c'est évidemment au gouvernement du Québec d'en prendre la décision. La deuxième solution, ce serait de se joindre à l'initiative du gouvernement canadien qui a été annoncée il y a quelques semaines, d'accorder rapidement des résidences permanentes à ceux qui sont déjà installés en sol canadien. 90 000 personnes qui, ailleurs qu'au Québec, vont, au cours des prochaines semaines, recevoir rapidement leur résidence permanente. Alors, une idée, une solution que le gouvernement du Québec pourrait envisager, ce serait de s'associer à ce processus qui permettrait de réduire significativement l'attente que nos travailleurs doivent subir pour l'obtention de leur résidence permanente. La troisième idée, ce serait d'émettre rapidement, en parallèle à ce programme du gouvernement canadien de 90 000, mettre en place rapidement un autre processus qui serait séparé, mais qui aurait les mêmes objectifs de réduire rapidement le stock de gens qui attendent pour obtenir leur résidence permanente et donc pour pouvoir rester avec nous au Québec et à Québec. Et la dernière solution, la quatrième, c'est une solution que Québec International, la Chambre de commerce et d'industrie de Québec a déjà proposé et envisagé, et je pense que les discussions vont bien. Ce serait de mettre en place dans la région de Québec un projet pilote régional comme celui que nous avons vu en Atlantique au cours des dernières années. Un projet pilote qui permettrait d'accréditer les employeurs. L'employeur choisit son candidat selon les besoins du marché du travail. Ce candidat et sa famille s'intègrent avec l'appui de la communauté. Tout ça, évidemment, se fait en appui et en coordination par le gouvernement du Québec. Un CSQ est accordé à l'embauche. Ça mène à une immigration permanente. Les délais seraient réduits de 5 fois. Plutôt que d'avoir 30 mois, ce serait plus autour de 6 mois. Et on pourrait régionaliser l'immigration en accordant une attention plus particulière à des régions comme la région de Québec, où on sait que le défi de la rareté de la main-d'œuvre nous cause des soucis importants pour la relance. Alors, en terminant, c'est vraiment ma conclusion. À nouveau et aujourd'hui, sur cet enjeu, comme sur tous les autres enjeux qui nous préoccupent dans la région de Québec et sur toutes les autres façons de continuer à développer cette région extraordinaire dans laquelle nous avons la chance de vivre, de grandir et de travailler, je tends personnellement ma main aux partenaires politiques, économiques et sociaux au nom du gouvernement canadien pour leur dire qu'ils peuvent compter sur mon entière collaboration, celle de Joël Lightbound, pour travailler à un avenir prospère, durable et juste pour notre ville et pour notre région. Alors, merci beaucoup et au plaisir de répondre à vos questions en collaboration et en discussion avec Steve.
Et Steve, malheureusement, on ne t'entend pas. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Très bien. Oui, excellent. Merci. Alors, merci. Très intéressant, M. Duclos. Écoutez, j'ai pris plein de notes qui vont être très utiles. Merci d'avoir accepté l'invitation parce qu'on sait que la main-d'œuvre ici à Québec est un sujet quand même sensible. Sensible pour les secteurs d'industrie qui vont demain matin être en relance, sensible pour les secteurs qui veulent avoir une croissance. Vous en avez parlé pendant la conférence. Alors, je suis très content d'entendre que c'est très important pour vous. Alors, j'aurais quelques questions qui nous viennent du public et j'aimerais vous poser et aussi quelques questions que la Chambre de commerce aimerait vous poser. Alors, j'en aurais une première pour vous, un peu une brise-glace de Frédéric Tremblay. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier depuis votre entrée en politique fédérale? Bien, merci beaucoup, Frédéric. La réponse va peut-être vous surprendre parce que je devrais vous dire, ah, c'est le chômage qui a baissé, c'est les investissements dans le tramway, c'est l'investissement dans le logement. Mais ma réalisation dont je suis le plus fier, puis ça vient du fait, entre autres, que j'avais travaillé là-dessus avant les élections de 2015, c'est ce qu'on appelle l'allocation canadienne pour les enfants. Parmi ceux qui nous écoutent, là, les jeunes parents en particulier, il y en a 9 sur 10 qui reçoivent cette allocation canadienne pour les enfants qu'on a mise en place en juillet 2016. Et ça sort le 20 de chaque mois, parce que c'est versé dans les comptes de banque des familles le 20 de chaque mois. Ça sort à peu près 40 des enfants qui autrement vivraient dans la pauvreté. Et ça aide non seulement à réduire de manière significative, 40 de réduction de la pauvreté des enfants, c'est quand même assez significatif, mais ça sert aussi à renforcer la classe moyenne. Et ce que je savais avant 2015 et ce qu'on a pu constater au cours des dernières années, c'est que renforcer la classe moyenne, c'est la meilleure façon de faire croître l'économie et de donner confiance aux gens dans le futur de notre société. Merci. Merci beaucoup, M. Duclos. La prochaine question nous vient de Stéphane Poirier, président et chef de la direction de l'aéroport ici à Québec. Quelle importance et quel rôle accordez-vous à l'aéroport dans le projet de relance économique? Bien, merci Stéphane et bonjour à toute ton équipe. Merci pour cette question. Bien, on a déjà échangé, Stéphane, et toi et moi, là, on sait à quel point, et tu l'as vécu quand tu étais à Calgary, à quel point des aéroports solides permettent le développement de ces grappes là, dont je parlais un peu plus tôt, des grappes économiques. Et on a hâte que l'aéroport de Québec retrouve son rôle solide dans la région de Québec. Comme tu le sais, là, on a accordé il y a quelques semaines une aide d'à peu près 4 millions de dollars en fonds de soutien d'urgence pour l'aéroport de Québec, mais on veut aller plus loin. Comme vous le savez probablement, il y a un fonds national de corridors commerciaux qui a été de 1,9 milliard de dollars qui a été annoncé dans le budget de 2021 et on a très hâte de pouvoir annoncer une bonne nouvelle quant à l'usage et à l'utilité de ce fonds pour les projets de l'aéroport de Québec. On a besoin d'un aéroport solide pour toutes sortes de raisons évidentes là, au cours des prochaines années, puis on va être là pour travailler avec vous. Eh bien, merci, M. Duclos. On va rester dans le transport. La prochaine question, c'est, on parlait d'entreprises en croissance tout à l'heure, qui ont besoin de main-d'œuvre. On parle de mobilité ici à Québec. On le sait, la question revient souvent au niveau des parcs industriels, les parcs technologiques, ont de la difficulté à avoir un transport en commun qui se rende dans nos parcs industriels pour justement amener la main-d'œuvre qui est plus spécialisée. Comment vous voyez ça un peu comme problématique, mais surtout en mode solution pour nos manufacturiers, entreprises des parcs industriels ici à Québec? Bien, merci beaucoup pour la question. Je vois ça de manière, là, il y a comme trois morceaux à ça. Il y a le premier morceau, c'est évidemment là, le défi dont j'ai entendu parler puis qu'on connaît bien, le défi de servir les travailleurs qui veulent aller dans les parcs industriels, les parcs technologiques, des travailleurs qui parfois ou bien n'ont pas les moyens ou pas envie d'y aller en voiture. Donc, c'est un enjeu important parce que beaucoup des entreprises, pas seulement dans les parcs en question, mais partout ailleurs dans ma circonscription, beaucoup des entreprises ont besoin de rassurer leurs travailleurs lorsqu'ils veulent les embaucher et les garder en matière de, bon, est-ce que c'est possible et facile là, de se déplacer pour aller travailler le matin. La deuxième chose, le deuxième morceau, c'est le morceau d'attraction
des gens qui veulent s'installer ici à Québec, en particulier pour les jeunes. Vous savez, à nouveau, on est en concurrence avec d'autres villes, d'autres régions au pays. Et lorsque les jeunes et d'autres font le choix de venir à Québec, bien, ils regardent la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité des transports en commun. Alors, on veut leur offrir une capacité de se déplacer qui est suffisante pour pouvoir les amener à venir et à rester à Québec. La troisième chose, bien, ce sont les investissements qu'on a fait déjà en appui au gouvernement du Québec et de la Ville de Québec pour le réseau de transport structurant. Le 1,2 milliard, c'est le plus important investissement du gouvernement canadien en faveur de la Ville de Québec, jamais fait dans l'histoire du pays. Mais ça peut être suivi aussi par d'autres investissements. Il y a un 15 milliards de dollars en transport collectif qui a été annoncé par le premier ministre Trudeau au cours des dernières semaines pour les prochaines années. On peut penser donc à nourrir, à agrandir et élargir ce squelette, cette épine dorsale que constitue le tramway pour le connecter avec des membres attachés au squelette à des parcs industriels, par exemple, ou à d'autres régions, d'autres secteurs dans la région de Québec, comme par une phase 2 qui pourrait bénéficier de cette infrastructure cruciale que constitue le tramway. Merci beaucoup pour votre réponse, M. Duclos. La prochaine question nous vient de Marcel Curodo, président de Médial. Le 19 décembre 2019, votre gouvernement a annoncé la présélection du chantier Davie à titre de partenaire stratégique pour la stratégie fédérale de construction navale. Sachant qu'il y a plus de 1000 fournisseurs au Québec traitant avec chantier Davie, tout en sachant que plusieurs attendent cette arrivée de ce projet-là. Alors, qu'entendez-vous de procéder à l'annonce de l'inclusion de Davie au sein de la stratégie, considérant que les fournisseurs sont impatients de se mettre à l'ouvrage? Bien, le mot impatience est très bien, Steve, et merci, Marcel, pour la question. Bien, c'est une belle histoire, l'histoire de la Davie. Je pense que ça fait presque 200 ans que le chantier Davie existe. Au cours des 6 dernières années, cette histoire s'est considérablement améliorée et renforcée. Je ne veux éviter de parler du passé, là, mais je vais quand même mentionner que le chantier Davie a été exclu de la stratégie nationale de construction navale en 2011, qu'il avait été exclu juste 2 années avant ça, en 2009, des contrats de réfection, de rénovation des 12 frégates de la Marine royale du Canada. Ça c'est de l'histoire peut-être qu'on peut considérer comme l'histoire ancienne, mais qui est quand même pertinent pour envisager le futur. Depuis 2015, c'est quoi? C'est 2 traversiers, ce sont 3 brise-glaces moyens, c'est la participation à la réfection et à la rénovation au cours des 20 prochaines années de 7 frégates de la Marine royale canadienne, un contrat qui va aller jusqu'à 2 milliards de dollars. Et c'est surtout, je dirais, une belle histoire parce que le chantier Davie va être un des 3 chantiers piliers de cette nouvelle stratégie nationale de construction navale, ce qui est extraordinaire pour la grande région de Québec, mais aussi pour ces 1000 fournisseurs qu'on retrouve partout au Québec et au pays. On bascule dans une ère totalement nouvelle, une ère extraordinaire qui va mener à un chantier Davie qui ne sera plus reconnaissable dans les prochaines années, aussi au développement d'une infrastructure industrielle et technique, parce qu'on parle de brise-glace moderne, là. On parle de technologie qui va être développée, entre autres pour les 6 brise-glaces de programme et le brise-glace polaire qui vont être construits à Davie et par les 1000 fournisseurs. Donc, parmi les 8 plus gros brise-glaces jamais construits dans l'histoire du pays, il y en a 7 qui vont être construits au chantier Davie et par des 1000 fournisseurs. Et on a hâte de faire une annonce précise sur l'incorporation officielle du chantier Davie. Il y a encore du travail à faire. Je sais que les dirigeants, les travailleurs du chantier Davie travaillent fort pour répondre, évidemment, aux exigences que le gouvernement canadien doit imposer pour s'assurer que tout est fait correctement, entre autres pour protéger la réputation du chantier Davie au cours et non seulement la réputation, mais la capacité de travailler du chantier Davie avec le gouvernement canadien. Merci, M. Duclos. Je retournerai du côté de l'immigration. Vous avez parlé pas beaucoup d'immigration tout à l'heure, puis vous avez parlé du programme pilote qui se fait
dans les maritimes. Puis on avait une question de notre côté de Lynn Lagacé de Québec International qui, dans le fond, posait un peu la question, comment vous voyez ce déploiement ici à Québec, parce que c'est sûr que c'est un programme pilote qui serait très intéressant d'amener ici à Québec pour surtout les secteurs qui sont les plus touchés de la région au niveau de la crise de main-d'œuvre. Alors, comment vous voyez les prochaines étapes avec le gouvernement provincial pour pouvoir en arriver à dire, écoute, Québec pourrait être un bon endroit de ce type de projet pilote-là? Bien, moi, je vois ça comme étant un partenariat. En s'inscrivant dans la situation actuelle, ce que j'ai résumé un peu rapidement plus tôt, mais on sait là, que le vieillissement de la population et l'ambition et les succès de notre région font en sorte qu'on a une grosse difficulté à aller de l'avant si on n'aide pas davantage de travailleurs ici même à Québec, mais aussi en dehors de Québec, à venir nous aider à nous développer. Donc, ça, c'est la base sur laquelle on doit partir. On regarde les faits, puis on essaie de s'en inspirer pour la suite. Maintenant, le partenariat, c'est entre le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec, parce que le gouvernement canadien a aussi ses propres responsabilités. Et moi, je suis là et je serai là pour m'assurer que la collaboration pleine du gouvernement canadien va être offerte au gouvernement du Québec. Mais il y a aussi des choses qui doivent être décidées par le gouvernement du Québec. Moi, je ne suis pas un élu du gouvernement du Québec, donc je ne peux pas parler en leur nom, mais c'est sûr que je leur tends la main et que je leur offre à eux, mais aussi à tous les leaders économiques et sociaux dont vous faites partie, à la Chambre de commerce et d'industrie de Québec, à Québec International. Donc, je vous offre aussi à vous ma pleine collaboration pour, comme vous l'avez dit, Steve, comme tu l'as dit, penser à un projet pilote. Des fois, on a peur parce qu'on se dit, ben, ça va-tu vraiment fonctionner? Si on met ça partout au Québec, là, ça va être compliqué, on va demander beaucoup de ressources. Bien, commençons par un projet pilote dans une région où l'on sait que ça a beaucoup, beaucoup d'allure et beaucoup de potentiel. On peut s'inspirer en faisant ça de ce que le gouvernement canadien avec les provinces atlantiques ont déjà fait au cours des dernières années. Au début aussi, là-bas, ils étaient un petit peu curieux, ils disaient est-ce que ça va vraiment donner des bonnes choses, que ça va fonctionner. Ils ont trouvé que non seulement ça donnait de bons résultats, mais en plus, ils voulaient pérenniser leur projet pilote. C'est un projet permanent. C'est ce qui est en train de se produire ailleurs dans les provinces atlantiques, où on connaît aussi, évidemment, un vieillissement démographique important. Donc, pourquoi ne pas commencer par la grande région de Québec, où on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui seraient heureux de contribuer à mettre ça en place. On teste ça au cours des prochaines années. On corrige en cours de route, puis on verra comment on procédera par la suite. C'est extrêmement intéressant, M. Duclos, parce que je suis sûr demain matin, on aurait plein d'entreprises qui lèveraient la main pour faire partie d'un tel projet. On reste dans l'immigration. Vous avez parlé tout à l'heure du fameux cas, c'est-à-dire celle que la relance est repartie, puis les autres que sont restés un peu plus bas et beaucoup plus bas dans certains secteurs. On pense à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la culture. Il y a plusieurs fois un projet qui revient sur les discussions, un peu comme au modèle au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire les immigrants étrangers qui viennent pour une période déterminée. C'est-à-dire, ils viennent aider aux champs ici l'été. Et il y a certains secteurs que, justement, l'achalandage, c'est l'été, dans un laps de temps d'environ 6 mois. Est-ce que ce serait quelque chose d'envisageable de reprendre un peu le modèle, on parlait de modèle tout à l'heure de pilote, qui se fait présentement au niveau de l'agriculture dans d'autres secteurs, comme exemple le tourisme? Oui, c'est certainement envisageable. Puis c'est une chose qui, comme vous l'avez dit, comme vous dites très bien, Steve, fonctionne bien pour certaines entreprises et certains secteurs. Donc, travailleurs temporaires étrangers, ça le dit, hein, c'est temporaire et des gens, c'est étranger. Donc, ce sont des gens qui viennent et qui repartent aussi. Et pour certaines entreprises, ça peut être correct. L'agriculture, bon, évidemment, il y en a moins besoin de travailleurs agricoles en février ou en janvier. Mais pour d'autres entreprises, ça ne peut pas marcher, du moins pas à long terme, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça coûte des sous de les faire venir, ça coûte des sous de les former. Ensuite, ils repartent, puis c'est pas sûr qu'ils vont revenir, donc c'est toujours à recommencer. Deuxièmement, comme c'est temporaire, non seulement c'est à recommencer d'un point de vue individuel, mais aussi d'un point de vue total, parce que même si, comme on le fait présentement, on accueille à peu près 23 000 travailleurs temporaires étrangers au Québec, 2 fois plus qu'en 2015, ce sont des travailleurs temporaires qui repartent, donc qui ne contribuent pas à résoudre les pressions démographiques importantes qu'on
commencent déjà à sentir et qui vont s'accentuer au cours des prochaines années. Donc, on peut travailler sur les deux plans. Ceci étant dit, l'immigration permanente des gens qui s'ancrent dans leur communauté, qui amènent leur famille, qui envoient leurs enfants à l'école, qui sont là pour rester, dans lesquels on peut investir en matière de compétences, on peut faire un peu leur faire, on peut leur parler d'une carrière dans l'entreprise, donc de parcours professionnels qui vont leur permettre de s'investir personnellement dans le développement de l'entreprise. Tout ça, ça passe nécessairement par de l'immigration permanente. Merci, M. Duclos. Il y a une inquiétude qui est soulevée, puis vous en avez parlé tout à l'heure, 80% des entreprises voient que leurs travailleurs, après le télétravail, veulent rester à 50% à la maison. Ça crée une certaine inquiétude dans les centres-villes. Et on pense à Québec, Montréal. Ça crée une inquiétude à dire que les travailleurs reviennent travailler dans leur milieu d'affaires. Et on sait qu'il y a beaucoup de commerçants qui survivent grâce à ces travailleurs-là. Ça crée de l'inquiétude. Est-ce que de votre côté, vous avez des programmes, vous avez des actions pour ramener quand même un maximum de travailleurs? On le sait qu'autant au fédéral qu'au provincial, il y a quand même beaucoup d'employés qui sont de la fonction publique, mais aussi jouer un rôle un peu de leader pour ramener un peu les gens, pour les commerces, dans le fond, qui attendent le retour des gens d'affaires dans leur milieu. Merci, Steve. Et personnellement, j'ai beaucoup d'optimisme par rapport au centre-ville des différentes grandes villes de la région. Ce que vous avez énoncé, Steve, je l'entends aussi beaucoup à Ottawa. Bon, effectivement, je suis physiquement moins présent à Ottawa qu'avant, mais comme président du Conseil du Trésor, je suis aussi responsable en fait, je suis l'employeur officiel de près de 300 000 fonctionnaires au gouvernement canadien. Donc, on parle régulièrement des défis de centre-ville comme à Ottawa, qui, comme à Québec, là, ont pu servir au cours des années des dizaines et des centaines de milliers de fonctionnaires. Donc, quel est l'avenir des centres-villes? Moi, je suis optimiste parce que, au cours des dernières décennies, on a vu que le développement économique dans la plupart des pays du monde passait par un processus d'urbanisation. Les gens, pour toutes sortes de raisons, c'est plus économiquement et plus environnementalement significatif et utile de procéder par des processus de densification des gens qui viennent habiter proche des services, qui ont moins besoin de passer du temps sur la route. Ça permet aussi aux entreprises d'être davantage dans des situations de grappe, de pouvoir collaborer entre elles pour toutes sortes de raisons là, en matière de technologie ou de ressources humaines. Et comme je disais, ça réduit aussi l'empreinte écologique. Et dans beaucoup de villes en Europe, là, on l'a vu, ça s'est produit avant nous, il y a un souhait, en particulier lorsque la population vieillit, de retourner dans les centres-villes. Et c'est ce que je pense qu'il va se passer à Québec aussi. Il va y avoir un retour des fonctionnaires. On va vouloir embellir nos centres-villes, les verdir, les rendre encore plus attrayants. On va vouloir investir dans nos centres-villes parce que il va y avoir une restructuration de certains édifices, certains services, c'est clair. On commence d'ailleurs à le voir un petit peu dans la région de Québec. À Québec, dans le centre-ville, il y a des édifices qui passent d'un volet peut-être plus services publics, services gouvernementaux, à un volet plus résidentiel ou commercial. On va le voir au cours des prochaines années et les gouvernements, y compris le gouvernement canadien, vont avoir la responsabilité d'accompagner cette transformation et cette vigueur des centres-villes. On a besoin de centres-villes solides à Québec et ailleurs. Merci beaucoup, M. Duclos. Une dernière question rapide, je vois le temps filer. On a parlé beaucoup de transport dans les derniers mois, dernières années. On a vu le projet avec l'aéroport, le réseau structurant à Québec, maintenant le REC, le REC, le réseau express de la capitale. Comment vous voyez l'arrivée peut-être d'un TGF à Québec, qui relierait Québec à Montréal et Windsor? Est-ce que ça serait bénéfique selon vous pour notre région? Oui, ce serait très bénéfique, et pas seulement pour la région, mais évidemment pour tout le corridor entre Québec et Toronto. En passant, Toronto-Windsor, il se développe déjà. C'est le gouvernement ontarien là, qui investit dans la partie TGF Toronto-Windsor, mais le gouvernement canadien, comme vous l'avez vu dans le budget 2021, va beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, là, avec un investissement de près de 500 millions pour sécuriser certains endroits stratégiques
pour faire passer ce TGF. Bon, évidemment, des impacts significatifs sur la qualité du transport, c'est plus fiable, c'est plus rapide, c'est plus confortable aussi. Donc, ça, c'est très bon pour la qualité du transport. Évidemment, c'est très bon pour l'économie parce qu'entre Québec et Toronto, il y a plein de localités, plein de communautés qui pourraient se développer et profiter de ce TGF. Et évidemment, tout le monde pense aussi à ça. Très bon pour l'environnement et très bon aussi pour le coût des infrastructures parce que souvent, en matière de mobilité, on oublie de penser aux coûts sociaux et financiers qu'il y a à entretenir des infrastructures. On oublie là, que les autoroutes, là, ça coûte cher à construire, mais ça coûte cher aussi à entretenir. Et que par conséquent, des structures comme les TGF là, peuvent à la fois réduire les coûts à court terme et aussi les coûts à long terme de ce genre de mode de transport. Merci beaucoup, M. Duclos. Vous êtes prêté au jeu ce midi. Merci pour votre disponibilité, votre accessibilité, votre écoute. Alors, merci. Je laisse le mot de la fin à mon ami Carl Viel de Québec International. Écoutez, merci beaucoup, M. Duclos, d'avoir été avec nous. Merci aussi d'avoir pris l'exemple de l'avion pour le redécollage et d'avoir mis sur la table 4 solutions qui vont permettre justement, dans le volet de l'immigration, à prendre en considération justement pour nous aider à redécoller, à redémarrer à la sortie de la crise COVID. Merci. Merci à Steve encore une fois pour cette belle initiative et ce beau partenariat avec Québec International. Merci à la Chambre. Merci à TAC pour sa présence, d'être partenaire à l'événement. Et puis, merci à vous tous qui avez été avec nous. Et à la prochaine. Bonne fin de journée.